La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Tout a commencé avec une masterclass de Christophe Michalak. Alors qu'elle n'était pas spécialement bec sucré, sauf pour la tarte au citron meringuée, Noémie Giorno a découvert le merveilleux univers de la pâtisserie. Elle en a testé toutes les recettes, ou presque, avec une grande motivation, comprendre tous ses ratés. Et puis un jour, elle a décidé de sauter le pas et de rentrer à Ferrandi. Après avoir vendu des pâtisseries depuis sa Little Kitchen, elle a ouvert sa première boutique à Vincennes, au 5 rue Le Jambtel. De l'apprentissage de sa clientèle à l'envie de créer toujours des desserts avec des petits twists, dans ce nouvel épisode de Papilles, Noémie nous raconte toute sa reconversion pâtissière. Alors au menu de cet épisode, quand a-t-elle décidé de se reconvertir ? Son envie de ne pas proposer de dessert classique, ses plus grands apprentissages et conseils de toute cette expérience, et enfin, comment a-t-elle pensé ces différentes recettes ? Bonne écoute ! Bonjour Noémie. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, il fait pas très beau, mais ça va. Ça va. Yep, on est quand même à Paris. Oui. Pour commencer, je te propose de revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, la question que je pose à tout le monde, c'était quoi toi ton dessert préféré quand t'étais petite ? Et alors, l'ironie du sort, c'est que je suis pas très dessert. Et du coup, mes parents ont beaucoup galéré à me faire manger des gâteaux. C'est pas vrai. Ouais. C'est ça qui est très drôle quand même dans l'histoire. Personne ne galère à manger du sucre. Ouais, c'est ça. Quand mes parents allaient acheter des gâteaux à la boulangerie ou quoi, mais jamais j'en mangeais. Enfin, moi, j'étais très contente avec des gâteaux industriels, quoi. C'était vraiment ça. Mais par contre, quelque chose que j'aimais bien, c'était la mousse au chocolat de ma mère, voilà, quand elle faisait la mousse au chocolat. Mais après, j'ai jamais été dessert à la crème. Mais encore aujourd'hui, c'est ça le pire. Alors, ça m'intrigue énormément parce qu'en plus, tu t'es quand même reconvertie en pâtisserie. Totalement. Donc, moi, tu vois, j'aurais pensé que quand tu fais une reconversion professionnelle un peu plus tard, c'est que vraiment, c'est quelque chose que t'aimes beaucoup, quoi. Comment ça se fait ? Et ben en fait, la reconversion professionnelle, elle est plutôt venue sur... comment t'expliquer ? Sur le métier en lui-même. Ok. Après, la pâtisserie, je trouve ça très sympa et tout, mais j'aime beaucoup, en fait, tout ce travail de recherche qui est en amont. Et aussi toute cette organisation un peu militaire. Okay. Toute la technicité. Moi, j'aime bien quand ça file droit, quand c'est bien organisé, quand c'est carré. Et du coup, ouais, c'est plutôt ça qui m'a attirée en fait en pâtisserie. Et, ça a commencé, mais vraiment par hasard. C'était mon mari pour mon anniversaire, il m'a offert un cours chez Michalak, avec Michalak et tout. C'était une masterclass, on touchait vraiment à rien. Ouais. Et là, je me dis, mais c'est génial, en fait, c'est trop bien, on peut faire ça avec ça. Et c'est là où j'ai découvert, en fait, ce métier qui m'avait pas plus attirée. J'aime beaucoup la gastronomie en général. Ouais. D'une manière générale, voilà, je suis très foodista et tout. Mais c'est à ce moment-là où j'ai découvert la pâtisserie et je me suis dit, c'est trop sympa. J'aimerais bien faire ça. Et à partir de là, j'ai commencé à m'entraîner. C'était pas tant... d'arriver à faire la meilleure crème ou le meilleur truc, c'était vraiment d'arriver à la faire et savoir pourquoi ça matchait et pourquoi ça marchait pas et voilà, c'est plutôt ça les prémices de mon histoire. C'est incroyable parce que déjà d'arriver dans un masterclass de Michalak quand on n'aime pas le sucré c'est clair. Et que t'aimes pas particulièrement les desserts, est-ce que tu y es vraiment allée en te disant ça va être un beau cadeau? C'est ça, je me suis dit mais ça va être trop cool, j'ai rencontré Michalak, enfin moi je partais dans cet esprit-là, quoi. Et je me suis jamais dit que j'allais en faire mon métier. Et c'est jamais. Fou. Ouais. Ça, c'est fou. C'est vrai. Donc, est-ce que du coup, la vision du métier que tu as eue, parce que quand même, en masterclass, c'est pas exactement la même chose que derrière quand tu es dans ta boutique. C'est clair. Est-ce que, au moment où tu es arrivée et du coup, maintenant, là, où tu as ta boutique, est-ce que tu te dis pas,
en fait, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est certain que c'est pas la même chose. Il était là, il avait son assistant, il y avait toutes les pesées qui étaient déjà faites, enfin voilà. Mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Il y a tout un travail en amont, en fait, qu'on voit pas. Tout ce travail de l'ombre que tout le monde fait, les pesées, les cuissons, etc. Finalement, qui sont beaucoup plus. C'est un énorme travail. Ça représente en fait finalement plus de 80% du job. Ouais. Après, de l'assemblage, c'est des 20% restants. Ouais, c'est ça, c'est facile. Donc, alors, si on reprend un petit peu le fil, donc tu vas à cette masterclass, tu te dis, j'adore, ça me plaît trop. C'est ça. Et après, je repars avec le bouquin. Ok. Et j'ai commencé à refaire chez moi. Je me suis dit, allez, j'aime bien un peu la tarte au citron, j'avoue. Est-ce que j'ai sans les manger en plus, du coup, c'est ça. Et j'ai commencé comme ça avec la tarte au citron. J'ai commencé à refaire les petites verrines qu'il avait faites et c'est de comprendre pourquoi je ratais en fait quelque chose. C'est ça qui me motivait plus, de comprendre pourquoi toujours recommencer pour essayer d'atteindre pas l'excellence, parce que c'était pas du tout le cas, c'est pas du tout mon but, surtout quand on fait ça à la maison, etc. Mais vraiment d'atteindre un résultat correct, en fait. Comment faire pour atteindre un résultat correct? Et combien de crèmes j'ai tranché, combien de fonds de tarte se sont effondrés, enfin voilà, c'était les débuts, et j'ai appris finalement toute seule. Et j'ai appris dans les bouquins, j'ai appris en regardant des tutos. Enfin voilà, c'est comme ça en fait finalement que je me suis mis à la pâtisserie. Mais à ce moment-là, est-ce que tu te disais déjà, je veux en faire potentiellement, je veux me professionnaliser là-dedans? Franchement, au début, c'était pas du tout l'idée. Mais après, j'avais vraiment quand même une passion pour tout ce qui entourait l'univers de la food. Quand je voyais les émissions sur Ferrandi, sur l'excellence, ça me donnait énormément envie. Et puis au fur et à mesure, en fait, j'avais commencé à faire un blog. J'avais commencé comme ça, j'avais fait un petit blog où je mettais mes recettes, je retapais tout et tout, mais en fait c'était un enfer, fallait tout, ça prenait des tonnes de temps. J'avais mes collègues en fait seulement qui me suivaient et la famille, enfin voilà, truc qui servait pas à grand chose. Mais finalement ça m'avait fait mettre un pied dedans et je me suis dit en fait c'est ça, j'aimerais bien en faire mon métier quoi. Et quel a été l'élément déclencheur? Parce que forcément il y a bien un moment où tu te dis bon. Écoute, un élément déclencheur. Je pense qu'il n'y en a pas eu spécialement. C'est vraiment une accumulation de choses qui font que j'en suis là aujourd'hui. Après, il y avait mon job qui me plaisait de moins en moins. Bien sûr, ça joue, c'est évident. Mais ouais, c'est peut-être ça, l'ennui dans mon job actuel qui faisait que j'avais envie de faire quelque chose de moi-même. J'ai toujours voulu être à mon compte. C'est quelque chose qui me plaisait, qui m'attirait depuis très longtemps. Voilà, que ce soit dans mon ancien job, avant de monter ma boîte en immobilier ou peu importe, mais voilà, être à mon compte, ne pas avoir de personne au-dessus de moi. Voilà, ça c'était quand même, je pense, la plus grosse motivation. Je comprends. Après, donc, tu décides de faire ça. Automatiquement, enfin directement, tu t'es dit, je veux me former chez Ferrandi, ou est-ce que d'abord, Pour moi, Ferrandi, c'était une évidence. Parce que, bien sûr, la renommée, l'excellence, etc. Et je me dis, je fais cette école où je fais rien d'autre, en fait. C'était vraiment ça ou rien. Après, il y a eu beaucoup d'étapes, beaucoup de galères. Mais c'était Ferrandi ou c'était rien. Donc, soit je continuais mon job, soit j'allais à Ferrandi, quoi. Donc, Et comment ça se passe? Est-ce que d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent? Est-ce que tu es dans un truc spécial ou c'est vraiment que des gens qui se reconvertissent? C'est ça, effectivement. En fait, t'as tout ce qui est pour les jeunes, donc qui ont 15-16 ans, qui font leur filière avant ou après bac, voilà. Et t'as la filière reconversion. Alors d'après ce qu'on nous avait dit, il me semble que c'était 400 postulants pour 24 places. Voilà. Ah oui. Donc comment Donc après, tu as des entretiens de présélection, etc. Sur projet professionnel. Il fallait bien sûr avoir un projet professionnel. C'est pas j'ai envie de faire de la pâtisserie, je regarde le meilleur pâtissier, je veux faire ça. Voilà, c'était clairement, il y avait des business plans à montrer. Enfin voilà, il fallait vraiment avoir un vrai projet derrière. Bien sûr, j'avais le mien à cette époque, qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Et ça a changé avec le Covid, etc. Bref, il y a eu plein d'événements. Et le projet avait beaucoup plu et j'étais sûre d'être prise à Ferrandi. Mais quand je te disais, j'étais sûre. Et j'avais aucun doute. Et en fait, la sentence tombe. Je suis en liste d'attente. Et là, c'était la défaite. C'est vraiment.
Et j'étais hyper bien placée apparemment sur la liste d'attente. Ah, parce que tu sais même pas où t'es dans la liste d'attente. Mais j'ai eu des petites infos par des anciens. Donc du coup, j'étais bien placée, et sauf que personne ne s'est désisté. Donc ça a été un petit coup dur. Et finalement, Ferrandi m'a rappelé peut-être 3 mois après. Après la première rentrée des classes, en me disant écoutez, il y a une place qui s'est libérée sur la session de janvier, est-ce que vous voulez y aller? Est-ce que tu as 2 sessions par an? Ouais, il y avait 2. À l'époque, il y en avait 2. Il y avait une en septembre et une en janvier. Et ils me disent est-ce que ça vous tente? Bah oui, carrément. Donc voilà, c'était. Mais à ce moment-là, t'avais pas quitté ton job? T'attendais d'avoir le résultat. Non, j'avais pas quitté mon job, mais par contre, j'avais mis un petit pied dans la pâtisserie avec une ancienne copine à moi qui montait sa boîte en pâtisserie. Et donc, du coup, tu connaissais quand même un petit peu. Non, je connaissais pas tant que ça en fait. À part elle qui montait sa boîte, j'avais vu un peu de loin, et elle m'avait recontacté sur Facebook en me disant bah voilà, je monte mon projet, je suis en galère, j'ai besoin de quelqu'un, est-ce que ça t'intéresse de m'aider sur... Et je me dis bah ouais, moi ça me fait mettre un petit pied dedans, pourquoi pas et tout. Donc ouais, j'ai été un peu à ce moment-là, et puis après j'ai demandé un congé sabbatique à mon entreprise pour pouvoir faire Ferrandi. Ouais, non. Congé sabbatique, et puis après j'ai commencé Ferrandi, puis après ça finit sur une rupture conventionnelle. Enfin voilà, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs qui ont fait qu'aujourd'hui voilà, j'en suis là. Mais tu l'as fait en douceur? Ouais, je l'ai fait en douceur. Ouais. Alors ça m'intrigue, c'était quoi le projet professionnel que tu as présenté quand tu t'es présenté? Ça, j'en parle pas. C'est vrai? Ouais, j'en parle. C'est encore un projet? C'est quelque chose que j'ai encore dans la tête. C'était lié au tourisme et à la pâtisserie. Et donc du coup, du fait du Covid, c'était mort. Oui. Voilà. Mais c'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête. Voilà. C'est hyper intriguant. Il faut te suivre pour savoir. C'est pas demain la veille que je vais le faire. Voilà, mais c'était un gros projet en fait où il fallait lever des millions d'euros. Enfin vraiment, c'était un gros truc. Et ce que m'avaient dit justement les personnes qui m'avaient reçu en entretien à Ferrandi, ils m'ont dit en fait votre projet il était trop gros, quoi, trop ambitieux. Voilà, c'était trop d'ambition. Et c'est pour ça qu'il m'a mis sur les d'attente. Voilà. Alors après, ça dure combien de temps la formation chez Ferrandi? Ça a duré un peu plus de 6 mois. Un peu plus de 6 mois, sachant qu'en fait, on a été arrêté à cause du Covid. J'étais l'année Covid. Voilà. Covid. Merci. Et donc, du coup, à peu près 6 mois. Et après, il y a l'examen Et t'as pas de stage inclus dans la... À cette époque-là, les stages n'étaient pas, encore obligatoires. Ouais. Moi, j'avais fait un stage dans une pâtisserie. C'était pas obligatoire. Après, je l'ai pas fait dans les meilleures conditions. Encore une fois, c'était en plein Covid, en plein confinement même. Donc du coup, je l'ai pas fait dans les meilleures conditions. Ça m'a pas donné une super présentation du métier, quoi. C'était un peu pas une super expérience. Et c'est quoi ton état d'esprit quand le Covid arrive, que ça y est, tu faisais ta formation et que en vrai tu te dis bon bah mon projet professionnel, je peux plus trop le faire. Va falloir que je change. C'est exactement ça. Va falloir trouver une solution parce que quoi qu'il je m'étais lancée, j'avais quitté mon ancien job. Oui, là, ça, il était parti. J'avais pas le choix, il fallait faire quelque chose. La boutique, ça me faisait un peu peur initialement. C'était pas trop dans mes... Je me suis dit, j'ai besoin quand même d'expérience, quoi, parce que clairement, j'en avais pas. Et j'ai commencé en fait à monter ma boîte en digital. Je vendais tout en ligne, j'avais créé un site internet et je vendais tout en ligne. J'avais un service de livraison sur Paris et la Première Couronne. Et ça a commencé à bien prendre. J'ai eu quelques commerçants à Vincennes qui m'ont fait confiance, chez qui je vendais mes desserts, une fromagerie, un bar à salade, un torréfacteur. Donc en fait, j'avais créé tout un business. J'arrivais vraiment à me sortir un salaire tous les mois et tout, donc c'était vraiment hyper... Puis encourageant, quoi. Ouais, c'est ça. C'était hyper encourageant, j'avais les retours des gens, donc c'était vraiment super cool. Et après, je suis arrivée à un point où je pouvais plus supporter autant de charges de travail dans un four ménager. Parce que tu faisais chez toi. Chez moi, donc c'était hyper compliqué. Et là, je me dis, en fait, il serait temps de voir plus grand, quoi. Et c'est là que j'ai cherché un local. Ça a pris 2 ans pour trouver un local. Ça a été très long. C'était en parallèle. Et puis, c'est surtout avoir la confiance des banques, des propriétaires. Enfin, voilà, je suis novice. Mais voilà, ils voyaient que ça marchait. Ils avaient des bons retours. Donc, voilà, les gens m'ont fait confiance. Donc, c'est cool. Mais donc, t'as pas fait forcément de stage dans des maisons ou des boutiques? Exactement. C'est plutôt vraiment... j'ai appris En fait, j'avais appris les bases chez moi seule. Ouais. Et Ferrandi m'a confortée dans mes bases. On va dire que c'était ça.
Okay. Et après c'est moi, c'est mon travail toute seule. Ouais. Donc quand j'ai ouvert la boutique, j'avais pas encore cette notion d'organisation dans un plus grande échelle. Oui, c'est ça qui est compliqué. Je trouve c'est de passer, alors je sais pas la formation comment elle se déroule, mais enfin moi ce qui me paraît compliqué dans ma tête, c'est de passer d'un truc où tu dis bon, tu produis en quantité limitée et ça va, c'est faisable, à d'un coup tu dois produire, et surtout combien tu produis. Combien, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'interrogations, et puis surtout que je faisais quasiment que des grands gâteaux. Donc, faire des individuels, pour moi, c'était aussi un autre challenge parce que j'en faisais pas, quoi, clairement. On peut pas faire une commande pour un individuel. Enfin, voilà, c'est pas possible en digital. Donc, c'était obligatoirement des grands gâteaux tout de suite. Mais, il y avait beaucoup de challenges, en fait, dans cette entreprise. Est-ce que, du coup, il y a une saveur, qui t'évoque My Little Kitchen? J'ai envie de te dire le citron. Parce que déjà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La tarte au citron, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et mon gâteau signature comporte aussi du citron. Donc, voilà, c'est... C'est le seul gâteau que toi, t'aimes bien manger. Exactement, c'est un peu ça. C'est quand j'ai une petite envie de sucré, je me dis, je vais me prendre une petite tarte au citron dans la vitrine. Jamais un truc à la crème, jamais un truc au chocolat. Voilà, c'est citron. Mais partout où je vais, quand je prends un dessert, c'est citron, quoi. Voilà. Et déjà, pourquoi t'as choisi ce nom-là? My Little Kitchen. Parce que tu faisais dans ta cuisine avant. Parce que je faisais ça dans ma cuisine avant. Et que je me suis fait connaître avec ce nom. Ouais. Et donc, du coup, j'avais pas une notoriété, mais un petit nom, quoi. Et du coup, j'ai voulu le garder. Et aujourd'hui, j'ai aussi envie de mettre mon nom à moi en avant maintenant. Et sur c'est ta pour boutique. C'est pour ça. Donc, j'ai mis mon nom et My Little Kitchen en dessous pour que les gens se disent mais oui, je l'ai déjà vu, j'ai déjà goûté un dessert chez elle, non, elle a ouvert sa boutique, voilà, pour qu'il y ait un lien. Ok. Ouais, c'était ça. Si on reprend le fil de l'histoire maintenant, donc on en arrive au moment où tu commences à créer ta boutique et ça y est, bon, t'as obtenu, tu vois, tous les accords, etc. Ouais. Combien de temps ça te prend à préparer la boutique, choisir les recettes que tu vas mettre en place, et pareil, à estimer la quantité du coup que tu fais, combien de temps ça te prend, qu'est-ce que tu fais? Alors déjà les quantités, c'est vraiment hyper aléatoire, ça dépend des jours. Okay. Donc au début on tâtonnait à l'ouverture, et puis à l'ouverture on a eu beaucoup de monde parce que tout le monde attendait cette ouverture avec impatience, il y avait écrit bientôt My Little Kitchen, etc. Donc le mois d'ouverture on a eu beaucoup de personnes qui venaient pour découvrir. Et puis après, bien sûr, c'est normal, on va pas manger des gâteaux tous les jours. Tout le monde ne mange pas des gâteaux tous les jours, donc ça s'est un peu tassé. Et maintenant, on arrive à savoir combien on doit faire de gâteaux par jour, à peu près en fonction. On sait que le mardi, c'est un peu plus calme. Le mercredi, il y a les enfants, donc un peu plus de cookies. Enfin voilà. En fait, on a appris. Surtout, j'ai appris ma clientèle en fait. J'ai appris à comprendre ma clientèle, que le samedi on se fait dévaliser, le dimanche matin aussi, alors qu'on pensait que ça allait être très calme. Donc c'est le week-end, donc les gens sortent, t'as envie d'un petit dessert pour le midi. Ça. Et moi je pensais que les commandes de grands gâteaux, parce qu'on fait des grands gâteaux sur commande, moi je pensais que les grands gâteaux, les gens allaient les commander pour le samedi, mais en fait les gens les commandent pour le dimanche en fait. Oui, donc, c'est les repas de famille. Voilà, c'est les repas de famille. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de... J'ai appris sur le tas, quoi. J'ai appris sur le tas, on peut dire ça comme ça, quoi. Parce que, alors j'ai deux questions. Déjà, je vais poser ma question habituelle, c'est quoi, du coup, un dessert parfait selon toi pour le dimanche midi? Pour le dimanche midi? Une tarte au citron. Non, dimanche midi, après ça dépend dans quel cadre. Enfin voilà, si c'est un repas familial, ça peut être une tarte aux pommes. Toi, ceux qu'on te commande le plus, c'est quoi? Qu'on me commande le plus à moi, c'est le signature. Parce que c'est un truc les gens, et en plus il a un nom bizarre, il s'appelle le dernier jour à Ferrandi. Oui. Donc pourquoi il s'appelle le dernier jour à Ferrandi? Donc j'explique toute l'histoire et donc les gens se disent faut le goûter. Et ouais, c'est un des gâteaux qui parle le mieux, ouais. Alors raconte-nous cette histoire avant de continuer. Et en fait, le dernier jour à Ferrandi, on avait la possibilité de faire le gâteau qu'on voulait, le gâteau de notre choix. Et moi, j'avais décidé de créer cette recette. C'était ananas, citron, basilic. Et j'avais décidé de le faire entièrement sans lactose pour montrer qu'on peut faire du sans lactose et que ce soit bon. Et en fait, j'ai eu un petit peu l'unanimité de la classe et des profs pour s'accorder que ce gâteau était vraiment très sympa et étonnant du fait qu'il soit sans lactose en fait.
Mais en plus même, tu vois, genre, parce que du coup, puisque tu dis que c'est celui qu'on te commande le plus, c'est fou, parce que c'est pourtant des saveurs, tu vois, qui sont peu communes, quoi. Ouais. Et donc, généralement, le dimanche midi, tu te dis, on va partir sur un truc classique, basique, qui est sûr que ça marche, et comme quoi. Mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de truc hyper classique chez moi. Ouais. C'est ça le truc, c'est que tous mes gâteaux sont un petit peu différents. J'ai envie justement de me démarquer sur des gâteaux qu'on n'a pas l'habitude de manger, de justement faire découvrir des nouvelles associations, des nouvelles saveurs aux gens. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est pas retrouver le Royal au chocolat comme on trouve à côté. Il peut être très bon à côté, il n'y a aucun problème, mais c'est juste que j'ai juste envie de me démarquer et les gens viennent ici justement pour trouver des choses qu'ils n'ont pas goûtées ailleurs, quoi. Ça, c'est un parti pris fort, parce qu'en plus, quand tu ouvres ta boutique, tous les autres pâtissiers avec qui j'ai discuté, il y a quand même ce truc de quand tu ouvres ta boutique, d'abord, il faut faire du classique. Comme ça, les gens s'habituent à toi, et ensuite, tu peux proposer autre chose. Moi, c'est l'inverse. J'ai jamais fait les choses dans le bon ordre. Et du coup, après, j'ai des classiques, mais j'ai la tarte au citron. Oui, c'est ça. Mais du coup, voilà, mais c'est pas la tarte au citron que tu vas trouver à côté. C'est une tarte au citron qui est bien acidulée, qui a normalement j'espère, une bonne balance entre le sucre et l'acidité. Le Paris-Brest, il est un petit peu revisité aussi dans sa forme, à l'intérieur, on a mis un petit caramel beurre salé. On fait notre praliné maison, donc voilà. Il y a quand même des saveurs. Il y a des classiques. Et après, pareil, les cookies, celui qui parle le plus, c'est chocolat, cacahuète et polenta. Et voilà, polenta, les gens disent, ah bon, polenta, c'est bizarre. Et finalement, c'est celui qui parle le plus et que les gens reviennent pour celui-là aussi en partie, quoi. Donc, ils aiment bien aussi que ça change. Même si ça reste classique, ça reste un cookie avec du chocolat, voilà, des cacahuètes, mais en fait, le petit twist en plus, et je pense que c'est ça aussi que les gens apprécient. Oui, ton apprentissage, c'est de dire que finalement, c'est pas parce que t'as des desserts, que t'as pas toutes les saveurs classiques et que tes desserts changent, même si c'est de base un classique, ça ne freine pas les gens, quoi. Non, et au contraire, en fait, je vais te dire, la réalité, c'est que j'ai ouvert la boutique avec une tarte fruits rouges et burrata. Et là, les gens se disent burrata, c'est bizarre. Et donc là, tout de suite, ça les a marqués. Et bon, là, on a arrêté avec les saisons, etc. Oui. Mais on a des gens qui reviennent. Ah bah vous avez plus la tarte, la burrata non, désolé, c'est plus la saison. Mais voilà, ça les a marqués en fait finalement. Il y a aussi ça qui. Oui, et du coup, ils ont envie de revenir parce qu'on se dit, chez Noémie, au moins, on sait que ça va être original. Exactement. Et tu vas pas. Ça change, clairement. Alors reprenons le fil de toute la partie reconversion. Je sais même plus où on était. Oui, si, j'avais une question, c'était du coup à Ferrandi, en parcours reconversion, puisque tu es obligé d'avoir un projet professionnel, etc. Et donc généralement, c'est des gens qui veulent monter des choses après. Est-ce que tu as une partie un petit peu plus business que tu apprends ou pas du tout ? Pas du tout. Okay. Pas du tout. On reste vraiment sur la technique, sur la technologie, sur les TP en fait, sur vraiment les travaux pratiques. Et pas du tout sur la partie business, pas du tout. Je pense pas non plus que ce soit. En fait, je crois que le parcours du CAP, vu que c'est un CAP, je crois pas que ce soit inclus dedans. Je mets pas ma main à couper, parce que franchement, je suis pas sûre. Mais en tout cas, nous, on n'a rien eu au niveau business. Ouais, donc tu dois forcément apprendre tout seul derrière. C'est exactement ça. À monter une boîte, c'est compliqué, quoi. Gérer le personnel. Ouais, voilà, c'est ça. Surtout que, tu vois, parce que tu parlais d'être à ton compte, mais en plus, là, je trouve que c'est être à ton compte, mais avoir un local, avoir des employés, c'est compliqué, quoi. C'est pas juste être à ton compte, travailler de chez toi. Non, c'est une autre dimension. C'est clairement une autre dimension et en fait, on l'apprend seul. Après, on l'apprend aussi avec les personnes qui nous entourent, avec les soutiens qu'on a autour. Mais non, clairement, on n'a pas eu de formation là-dessus. Et après, mon parcours fait que, voilà, j'ai pas de l'expérience, c'est pas le mot, mais je sais pas comment te dire. Oui, tu voyais un petit peu comment ça se passait plus facilement. J'ai un pied déjà dans le milieu professionnel, quoi. On va dire ça. Oui, ça t'aide. Tu penses vraiment que ça t'aide à construire beaucoup plus facilement et rapidement que quelqu'un qui... C'est ça. Puis j'étais dans les chiffres, clairement, donc c'était plus simple à comprendre que quelqu'un qui a fait un parcours, qui a fait la 3e, qui a fait un CAP et qui connaît pas grand chose finalement à la vie professionnelle. Oui, c'est ça, tu peux pas. Et en fait, il y a personne qui fait ça. Enfin, il y a très peu de monde quand même qui se lance directement.
quand tu sors, parce qu'en plus le parcours classique entre guillemets d'un pâtissier, tu finis très très tôt quoi. Donc est-ce qu'à 18 ans t'es chef d'entreprise? Non, pas sûr. Franchement, pas sûr. Mais oui, donc voilà, je pense que mon expérience professionnelle d'avant a beaucoup joué sur cette motivation et sur. Tu faisais quoi exactement? Je m'occupais de gérer le patrimoine immobilier de la Banque de France. Ok. Voilà. Donc rien à voir. Effectivement, les chiffres. Voilà, les chiffres, ouais. Et puis voilà, après j'avais la rigueur, l'organisation, c'était des choses que je maîtrisais quand même pas mal. Ok. C'est quoi tes plus grands apprentissages de toute cette reconversion? C'est une bonne question. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, même si pas beaucoup, puisque en réalité... je pense pas avoir assez de recul là-dessus. Plus grand. Mais peut-être sur la partie... Alors déjà, peut-être avant de commencer, tes grands apprentissages chez Ferrandi. Tu vois, toi qui avais l'habitude de faire tout chez toi, etc., c'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu retiens? Aussi l'organisation. C'est-à-dire que quand tu fais chez toi, c'est parfois un peu brouillon, voilà, t'en mets partout, c'est un peu le bordel, faut se le dire. Tandis que là, en fait, voilà, tu fais ça, tu nettoies, tu ranges, enfin voilà, il y a toute cette l'organisation militaire. Voilà. C'est ça qu'on t'apprend aussi, Moi, ça m'a rassurée dans mes bases que j'avais acquis toute seule, de me dire, en fait, j'avais bien compris comment on fait. Voilà, ça m'a vachement rassurée sur ça principalement. Donc après, les plus grands apprentissages, c'est au quotidien, j'ai envie de te dire. Tous les jours, j'en vois des vertes et des pas mûres, quoi. Aujourd'hui, par exemple. Ou hier, ou... c'est encore une fois une question d'organisation en labo en fait. Et aussi gérer du personnel, c'est quelque chose qui n'est pas évident quand on n'a pas l'habitude, surtout quand c'est sa propre boîte. Donc gérer aussi les humeurs de tout le monde, les tiennes aussi, oui, carrément, parce que parfois je suis clairement plus stressée certains jours que d'autres, parce qu'il y a des enjeux plus importants, donc Est-ce que ça d'ailleurs, gérer du personnel, alors il y a forcément une dimension différente quand c'est ta boîte et donc forcément t'as beaucoup d'enjeux bien sûr. derrière, mais est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà fait, tu vois, de gérer des gens dans une équipe? Non, donc pas spécialement. Donc en plus c'était nouveau. Je suis vraiment partie de zéro, faut se dire ça quoi. c'est l'école de la vie quoi. Est-ce que tu as douté? Bien sûr. C'est certain, à plein de moments j'ai douté. Ça a jamais été simple et voilà, j'ai été beaucoup rassurée par mes proches, par mon entourage et tout, donc ça joue. Mais bien sûr, on doute, même surtout, on doute sur une recette, on peut douter sur tout quoi. Donc et peut-être un des grands apprentissages, c'est qu'il faut être bien entouré si on veut monter. Ouais, je pense qu'il faut être bien entouré, il faut être bien accroché aussi. Faut avoir du tempérament et se dire qu'on lâche rien et que faut être solide. Voilà. De toute façon, dès que tu te mets à ton compte, c'est que c'est toi qui gères tes propres trucs. C'est clair. Quand tu as un prêt à rembourser à la banque, enfin voilà, il y a des choses que tu prends beaucoup plus à cœur quand tu payes ta matière première très cher et que finalement il y a des loupés, des trucs comme ça. Bah oui, bien sûr, ça énerve. Maintenant, on a tous fait des erreurs et c'est normal. Enfin, moi la première, clairement. Mais oui, on prend les choses beaucoup plus à cœur dans ces cas-là. Forcément. Parlons des desserts. Donc, quand tu ouvres My Little Kitchen, combien tu te dis que tu veux mettre de desserts à la carte? Comment tu penses ces recettes? Et surtout, tu vois, toi qui t'es dit, je ne veux pas faire du classique et on n'aura pas un Paris-Brest comme celui du voisin à côté, comment est-ce que tu penses tout ça? Et en fait, t'écris tout sur papier. Moi, ce que j'avais fait, j'avais tout écrit, toutes les recettes que j'avais envie de faire. Après, j'en ai discuté avec quelqu'un qui est de la profession, qui m'a un peu orientée, qui m'a un petit peu aidée, même beaucoup aidée. Et du coup, tu te dis, en fait, ça, je peux pas le faire. De toute façon, c'est pas la saison. Ça, je peux pas le faire. C'est pas ma priorité. En fait, tu priorises sur ce que tu as envie de faire. Je savais que j'avais envie d'une gamme d'à peu près 7 ou 8 gâteaux. Je voulais pas non plus m'étendre sur beaucoup. Et moi, je trouvais que ça faisait pas assez. Donc, ça s'est fait relativement naturellement avec les essais que j'ai faits, etc. Ce qui marchait mieux quand j'ai fait goûter aussi à mon entourage. Voilà. Donc, ça s'est fait plutôt naturellement. Et voilà, en listant les choses, en disant, ça, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Mais ça reste dans un coin de ma tête et je me dis, voilà. Mais effectivement, j'ai quand même des classiques, la tarte citron, le Paris-Brest, un choco noisette, enfin voilà, j'ai quand même des marqueurs
mais un peu twisté, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais malgré tout, tu dois réfléchir à comment tu le twistes. Ouais, ah oui, bah ça c'est un autre truc. Ça, c'est de la R&D et tu te poses beaucoup de questions. Comment se démarquer. Après, mes recettes, j'en avais beaucoup qui étaient déjà faites parce que je les faisais avant dans My Little Kitchen. Donc du coup, les recettes, je les avais quasiment toutes celles que je voulais mettre à la carte depuis le début. Donc voilà, et aujourd'hui, je peux me permettre de créer des nouveautés, de me dire tiens, j'aimerais bien travailler ça, j'aime bien telle épice, j'aime bien tel truc, et comment le mettre en œuvre. Maintenant, je le fais aujourd'hui, quoi. Mais là, les 3 premiers mois d'ouverture de la boutique, c'était vraiment... Oui, t'as pas le temps de faire autre chose, c'est clair. Pas du tout. Pas du tout. Et ça y est, je prends enfin le temps. Déjà, au début, combien de temps? Alors, tu disais que tu vois, les recettes, tu les avais avant, mais j'imagine quand même que dans ton projet, tu te dis, bon, alors il faut que je fasse un petit peu ma petite carte. Combien de temps ça t'a pris, ça, à peu près, dans tout le projet? Est-ce que tu le fais à la toute fin? Est-ce que toi, tu l'as fait au début parce que c'est motivant? Non, je l'ai fait à la fin. D'abord, j'ai fait tout ce qui était administratif, banque. En fait, tant que le projet n'était pas concret, j'arrivais pas du tout à me projeter dans les recettes. Donc, c'était vraiment ma priorité, c'est que les travaux se fassent, que j'ai mon prêt, que voilà. C'était vraiment ça ma priorité première, et on verra après les gâteaux. Donc, je pense que c'est venu en dernier. Et ça, en ordre de grandeur, toute la partie administrative, ça t'a pris combien de temps? Et du coup, la partie, le kiff de ça y est, c'est enfin concret et je peux gérer mes trucs. Je pense que en termes de pourcentage, on va dire 90% du temps, c'était l'administratif, je dirais comment ça a fonctionné, les chiffres, l'architecte, trouver les plans de travail, enfin voilà, tout ça. Et en fait, toute la partie dessert, elle est venue vraiment à la toute fin, et ça représente même pas 20% du temps, même pas. Même 10% du temps passé, mais je pourrais pas te dire en termes de mois combien de temps ça a pris, mais en termes de proportion, on est plus sur ça, quoi. Mais c'était à quel moment, tu vois, que tu as vraiment fait toutes les démarches, parce que là, tu as ouvert en septembre 2022, du coup, mais donc à quel moment est-ce que tu avais commencé toutes ces démarches? Ça prend... alors, le local, ça faisait déjà 2 ans que j'en cherchais un. Et j'ai signé le compromis, c'est pas un compromis vu, mais la proposition de location. J'ai signé ça, la proposition de rachat du droit au bail, en janvier 2022. Donc le plus long, c'est vraiment de trouver un local, quoi. Et après... c'est trouver un local. Janvier 2022. Après, il y a eu toute la partie banque qui a pris énormément de temps, mais vraiment beaucoup de temps, et qui a failli faire planter mon projet. Mais vraiment, parce qu'en fait, le propriétaire s'impatientait, et ce que je peux comprendre. Enfin, clairement, voilà. Et la banque prenait beaucoup de temps, et le propriétaire m'a dit bon, on arrête tout. Moi, ça y est, ça prend trop de temps. Alors que j'étais à 2 doigts, j'attendais plus qu'un dernier truc, et c'était. Il y a eu beaucoup de rebondissements en fait dans cette histoire. Et finalement, j'ai signé au mois de mai. Ah oui, donc en fait, pour le coup, entre mai et septembre, c'est très très court après pour faire tout le reste. Après, heureusement, j'avais pris une architecte, donc elle avait commencé à faire les plans, on avait commencé à voir un petit peu le matériel, etc. Et dès que j'ai eu le go, dès que j'ai signé le local, voilà, on a lancé toutes les commandes, on a enchaîné direct. En fait, tout le travail, on l'a fait sur 5 mois avant, mais sans être sûr finalement d'avoir quelque chose. C'est ça, c'est dur. Il y a eu beaucoup d'investissements personnels et financiers. Sur ces 5 premiers mois, sachant que j'étais pas sûre d'avoir ce local. C'est-à-dire qu'on aurait dû tout recommencer depuis le début avec l'architecte si finalement le local me passait sous le nez. Parce que tout était déjà fait au millimètre près. Enfin, je sais pas si tu vois le labo, mais il est pas très grand. Et c'est vraiment au centimètre carré. Donc de devoir tout recommencer, enfin, ça aurait pas été possible, quoi. Donc effectivement, sacré projet. Et donc aujourd'hui, combien de temps, maintenant que tu peux recommencer à le faire, combien de temps est-ce que tu accordes à toute la partie R&D, comme tu disais et par exemple, là, ça fait 2 semaines que je fais que ça. Ça fait 2 semaines que je suis que sur 3 recettes. D'accord. Et je me suis dit, je me fixe une tarte, un entremets que je vais faire en bûche, et je voulais faire un tiramisu un peu revisité. Et la galette des rois aussi. En fait, et ça fait 2 semaines que je fais que des essais sur ça. Donc tous les jours, je remodifie comment je peux améliorer, enfin voilà. Et tout le reste, toute la prod du quotidien, c'est mon équipe qui la gère. Et moi, vraiment, je me mets que sur la R&D.
Donc voilà, rien que 2 semaines déjà minimum, et j'ai pas sorti encore un gâteau, quoi. Ils sont quasiment faits. Hein. Ça y est, on a validé ce matin la galette des rois, on a validé les goûts de la bûche, tout ça. Mais oui, ça prend quand même vachement de temps d'essayer, de recommencer, de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Après, je fais participer aussi l'équipe, je leur fais goûter. Alors, qu'est-ce que tu en penses pour avoir aussi leur retour. C'est important parce qu'ils font partie aussi des clients qui vont acheter des gâteaux partout, quoi. Donc, et de les impliquer dedans, je trouve que c'est aussi intéressant. Je suis pas seule dans le navire, quoi. Est-ce que c'est ta partie préférée à toi? Franchement, ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. C'est un peu ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille sur la pâtisserie. Donc, c'est l'association des saveurs, découvrir de nouvelles choses. Ouais, j'aime bien, carrément. Quelle saveur est-ce que t'aimes bien associer? Je sais pas, genre ta dernière découverte où tu te dis ça, j'ai trop aimé. La dernière découverte, c'est une tarte pomme poire sur laquelle je travaille, où j'ai envie de travailler avec des épices chai du Rajasthan. Et du coup, voilà, j'essaye de bien doser. J'ai fait des essais où j'avais mis tellement trop d'épices. C'était immangeable. Mais voilà, j'aime bien en fait une épice, un produit en particulier qu'on n'a pas l'habitude finalement de manger, comme la burrata. Vois, c'est clairement ça. Après, ça peut être des produits qu'on me fait découvrir et je me dis, ça serait hyper intéressant, j'adore, c'est trop bon. Voilà, par exemple, sur ma bûche, à la base, je restais sur du sarrasin. Quelque chose que quasiment tout le monde connaît. Ouais. Et finalement, quelqu'un qui m'a dit, mais attends, tu connais pas, à la place du sarrasin, il y a le sobacha, c'est trop bon, on va goûter le sobacha, etc. Et c'est là où je me dis, il y a quelque chose à faire, c'est génial. Voilà. En fait, ça part de discussion, ça part de certains goûts, de certains produits. Et c'est là où je me dis, j'ai envie de les travailler, j'ai envie de trouver comment je peux les associer. Et pareil, il y a un commercial de Verona qui est venu pour nous présenter différents produits. Et il a une purée de fruits que j'ai adorée. Je me dis, ça claque, faut faire quelque chose avec, quoi. Et c'est là d'où viennent à chaque fois en fait, les idées. C'est un produit que je me dis, j'aimerais bien le travailler, quoi. Ok. Très intéressant. Aujourd'hui, ça te fait quoi quand tu vois des clients rentrer dans ta boutique et les voir repartir avec tes desserts? Ouais, c'est assez fou. Ouais, clairement, c'est fou. Le plus fou, c'est quand je suis pas en boutique et que je me balade dans la rue et que je vois des gens avec mes sacs. Ah ouais. Et là, je me dis, c'est trop cool, ils étaient chez moi. Donc ouais, ça c'est super, c'est hyper gratifiant. Les gens viennent, ils reviennent, ils recommandent. Donc tu les reconnais? Ouais, je les reconnais, bien sûr. Après, j'ai une clientèle qui est devenue, c'est bizarre de dire ça en 3 mois, mais qui est devenue habituée, quoi. C'est devenu des clients fidèles. J'ai même des gens qui viennent 3-4 fois par semaine. Donc, c'est cool. Parce que toi, t'aimes pas le sucré, mais il y a des gens qui adorent ça. Mais ouais, mais ils pourraient très bien aller ailleurs, quoi. Ça, je me dis. Ouais, mais après, en vrai, tu vois, si c'est des gens qui habitent dans le quartier et tu te dis, c'est cool parce que ça change, c'est des goûts nouveaux et tout, tu vois. Donc non, franchement, c'est l'accueil que les gens m'ont réservé, c'était vraiment super cool. Et ça continue encore aujourd'hui. Il y en a qui viennent en me disant, voilà, on m'a recommandé, apparemment c'est top ici, donc ça fait plaisir. C'est cool. T'échanges beaucoup avec les gens? Ouais. J'aime bien être en boutique en fait. Le matin, je suis en labo et l'après-midi, je suis en boutique et justement, j'aime bien. Je leur pose pas mal de questions. Je me dis, vous avez connu comment qu'est-ce que vous aimez aussi? C'est quoi vos goûts en général? Voilà. J'aime bien échanger, savoir comment ils en sont arrivés là en fait. Et souvent, c'est le bouche à oreille? Et souvent, c'est le bouche à oreille. Il y en a qui disent, parce que je suis passée devant plein de fois, je me dis qu'il fallait que je m'arrête, je me suis enfin arrêtée. Et il y a quand même beaucoup de bouche à oreille. Ouais. Donc, c'est top. Bah oui. Ouais. C'est clair. Mais en plus, c'est ça, je trouve que c'est chouette de pouvoir discuter avec les gens parce que sinon, t'es derrière dans ton labo, tu sais pas ce que les gens pensent, c'est compliqué, quoi. Ouais. Non, le fait de pouvoir être en boutique, c'est cool. Après, ça fait des journées interminables. Ouais. Clairement, 6h, 20h tous les jours. Ouais. Je suis un peu au bout du rouleau, mais voilà, le jeu en vaut la chandelle et c'est cool. Je suis contente aujourd'hui d'en être là, quoi. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie? C'est une bonne question. Alors là, tu vois, je me suis jamais posé la question. Aujourd'hui, ça représente une bonne partie de ma vie, clairement. J'ai tout investi dans ce milieu, dans cette boutique, donc ça représente une bonne partie de ma vie, quoi, clairement. C'était quoi les saveurs de ta toute première création?
La première aux prémices de... Bah, tarte au citron. Quelle question. Mais du coup, tu l'as fait évoluer ta tarte citron. Ouais, je l'ai fait évoluer en fonction de mes goûts. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'acidité, donc voilà. Donc, t'as plutôt insisté en acidité, c'est ça? Ouais, carrément. Et aujourd'hui, avant ma tarte au citron, bah, c'était un fond de tarte et un lemon curd et une meringue. Ouais. Et maintenant, j'ai décidé de la twister. J'ai rajouté un gel citron encore plus à l'intérieur pour bien accentuer l'acidité. Et j'adore ma tarte au citron. Tant mieux. Ouais, c'est clair. Si c'est le seul dessert que t'as. Ouais, c'est clair. Les gens vont écouter le podcast, ils vont dire bon, bah, faut goûter la tarte au citron chez elle. Non, le dernier jour à faire aussi. Ouais, aussi. Et c'est quoi l'ingrédient que t'adores travailler plus que les autres? À part le citron. À part le citron. Ok. Que j'aime le plus travailler, j'aime bien tout ce qui est praliné. Ouais. Je trouve que c'est très sympa, surtout quand on choisit des bons produits. Notre praliné noisette, on travaille que sur de la noisette du Piémont, qu'on torréfie nous-mêmes et qu'on broie nous-mêmes. Et ça, j'aime bien. Et j'aime bien créer des nouveaux pralinés aussi. Ouais. J'avais déjà testé praliné sésame, praliné sobacha, justement. Et je trouve ça trop cool. Parce que, en fait, finalement, le praliné, il y a une multitude de choses à faire avec. Oui, puis des fois, du coup, ça va faire ressortir encore plus d'autres goûts. C'est trop bien de s'amuser avec les fruits secs et les pralines. Carrément. Ouais, je pense que c'est un produit que j'aime bien travailler, je pense. Enfin, pas un produit, mais une association de produits. Ouais. Et au contraire, est-ce qu'il y en a un qui te donne pas mal de fil à retordre? Pas que t'aimes pas, mais qui est un peu plus compliqué à appréhender, tu vois, parce que en fait, tu trouves que c'est pas la meilleure manière de lui rendre hommage. Enfin, t'as pas forcément, ou ça t'a pris du temps à trouver la bonne façon de le travailler pour lui rendre complètement hommage. Je pense que je dirais le chocolat. Ouais. Parce que le chocolat, déjà, c'est pas mon fort. Après, il faut trouver des bons chocolats. C'est pas évident de trouver des bons chocolats. Et puis, le chocolat, si tu mets trop de crème, trop de glucose, en fait, il a pas la même teneur, il a pas la même... je sais pas comment dire, mais il est pas pareil d'une recette à une autre. Et du coup, il est plus difficile à travailler, je trouve. Voilà. C'est vrai. Donc, ouais, c'est plus le chocolat, je pense. Est-ce que si tu devais refaire tout ce projet, tu ferais quelque chose différemment? Est-ce que, tu vois, genre, potentiellement, t'as un mini regret? Ou en tout cas, tu te dis ça aurait été pas mal de le faire de cette manière-là? Franchement, je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis contente de tout le parcours que j'ai fait. Maintenant, peut-être que non, pas tant que ça. Franchement, non. Si c'était à refaire, je le ferais. Mais ouais, j'irais peut-être plus moins me laisser faire avec tout l'administratif, toute la partie en amont de l'ouverture de la boutique où j'aurais dû être plus. À la limite, il faut suivre un cours à part entière sur comment tu montes un business. Ouais, c'est ça. Non, sinon, j'ai aucun regret. Non, si c'était à refaire, je referais pareil. Mais c'est vrai que je trouve ça fou d'ailleurs que finalement, tu vois, t'es pas même un module facultatif, tu vois, qui te donne un peu des clés pour monter un peu ta boutique en pâtisserie. Enfin, je trouve que tu vois, c'est quand même vachement de travail et ça s'invente pas, quoi. Ça s'invente pas. Même quand tu disais, on avait quelqu'un de Valrhona qui vient te présenter ses produits et tout, mais c'est genre quelque chose qui te paraît pas naturel au début. C'est clair. Mais en fait, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais pas à quoi t'attendre. Il faut être, encore une fois, bien entouré. Bah ouais. Et du coup, oui, moi, j'ai été entourée de la famille, mais du coup, de personnes dans la pâtisserie aussi. Et ça m'a beaucoup confortée. J'ai pu poser les questions que je voulais poser, etc. Et ça m'a beaucoup aidée. Mais effectivement, je pense qu'il manque... il y a peut-être quelque chose à créer, une formation, monter sa boîte en pâtisserie qu'il faudrait faire. C'est ça. Ou effectivement, un module qui s'intègre, si tu veux, parce que potentiellement, quelqu'un n'a pas le même projet, etc. Mais il y a quand même pas mal de gens, tu vois, qui montent une boutique en pâtisserie, donc peut-être que ça t'aide à avoir un peu des bases. Et j'ai beaucoup de gens même sur Instagram qui me parlent, qui me disent moi aussi j'aimerais bien monter ma boîte, est-ce que tu aurais du temps à m'accorder? J'essaye de répondre à la mesure du possible au plus de monde possible, mais c'est compliqué parce que j'ai aussi toute la boîte à faire tenir en même temps. Mais voilà, j'essaye de répondre parce que moi aussi on m'a répondu quand j'avais besoin. Donc
Ouais, mais c'est ça, parce que j'avais fait un épisode sur la reconversion en pâtisserie. Ouais. Et effectivement, il a très bien marché. Et je pense que c'est parce que aussi t'as plein de gens qui sont dans ce cas-là et qui cherchent un peu des réponses c'est ça. au moins juste un témoignage d'expérience, tu vois. C'est ça. De ça, c'est le plus compliqué et ça, faut faire attention. Ouais. Mais c'est ça, en fait, on sait pas. Quand on se lance, on sait pas. Tu sais pas par où commencer. On sait pas par où commencer. On sait pas comment organiser les quantités. Enfin, pour moi, de faire des grosses quantités, c'était quelque chose de nouveau, quoi, clairement. Ouais, bah oui. Donc, oui, puis même, en fait, tu te dis grosse quantité, mais en même temps, il faut pas qu'il t'en reste trop parce qu'après, tu vas gâcher. C'est clair. C'est compliqué au début de se dire. Ouais. Au début, c'est très compliqué. Et puis finalement, tu vois, ça fait 3 mois et franchement, ça roule maintenant. Ouais. Au début, c'était très difficile. Je te cache pas que le premier mois, le mois de septembre, il a été très compliqué pour moi, pour l'équipe, pour tout le monde, parce que on avait pas mal de sollicitations, on a eu beaucoup de monde qui est venu, et du coup, on était perdus, on était vite en rupture de stock. Ça a été hyper compliqué, on avait fait des horaires hyper tendus. Maintenant, ça y est, on a pris le rythme, on sait comment ça marche, voilà. Parce que c'était nouveau pour tout le monde, et pour moi aussi, en fait. Ouais. Donc... oui, forcément, faut t'habituer, quoi. Ouais, c'est ça. On connaissait pas le labo, le four, ça a été une galère. T'es quand même passé de tu cuisines dans ta cuisine. Ouais, c'est ça. À tu cuisines dans un vrai labo avec plein de trucs. Un four à 10 étages. Oui, tu dois gérer l'hygrométrie du truc. Oh là, ça veut dire quoi? Donc ouais, il y a eu beaucoup de travail là-dessus aussi sur l'organisation du labo, du matériel. Ce frigo-là, il fait un froid plus important que l'autre. Donc ouais, on a appris en fait. On a tous appris en même temps. Toute l'équipe, donc c'est... Mais voilà, aujourd'hui, ça y est, on a pris le rythme. Bravo. Merci. Est-ce que d'ailleurs, tu as un conseil, tu vois, à donner? Alors, soit des gens qui hésitent à se reconvertir. Ouais. Soit des gens qui se disent, bah voilà, je vais ouvrir ma boutique ou j'ai un projet professionnel derrière. Je pense qu'il faut être bien accroché. Ouais. Il faut savoir où on va, parce que ça s'invente pas, clairement. Enfin, voilà, faut être bien accroché. C'est ça, faut en vouloir. Faut pas se laisser faire, parce que c'est quand même un milieu d'hommes aussi. Et pareil, même sur l'achat du matériel, des choses comme ça, on peut facilement se faire avoir parce qu'on est novice. Et voilà. Ne pas se laisser faire. Est-ce que ça, tu l'as vraiment remarqué que c'était un milieu d'hommes et que comment, enfin genre c'était quoi? En fait, même que t'as pas trop... même si tu veux, je te dise, même quand je vais faire mes courses à métro parfois, en fait le matin à 6h du mat, il n'y a pas une nana quoi. Il y a que des mecs. Donc tu ressens vachement que c'est un milieu de mecs quoi. Mais est-ce que du coup ça te met la pression? En tant que femme ou est-ce que... Pas du tout, moi franchement, non. Justement, on va faire changer les choses. Et puis mon labo, on n'est que des nanas, quoi. Donc voilà, girl power. Ça, c'était important? Non, est-ce que c'est important? Ça s'est fait comme ça par hasard. Non, ça s'est fait par hasard. Mais au moins. Ouais. Mais et voilà, on peut autant y arriver que les hommes. Enfin, il n'y a pas de... Clairement... Non, mais évidemment, mais du coup... Tu vois, potentiellement, il pourrait presque te faire ressentir pas une pression, mais tu vois, quelque chose d'implicite qui veut dire, bon, t'es une femme, du coup, peut-être que... Non, franchement, non. Non, je le ressens pas, en tout cas, aujourd'hui. Okay. Et par contre, à contrario, j'ai des gens qui rentrent, qui disent, je viens, je vous soutiens, vous êtes une femme, vous avez monté votre entreprise. Oui, mais en même temps, une femme ou un homme, tout le monde peut monter son entreprise, quoi. Enfin, clairement, faut juste être déterminé, savoir où on va et être très motivé, rien lâcher. Parce qu'il y a beaucoup de up and down et beaucoup de down que de up. Donc, voilà. Et être bien entouré. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bravo, parce que c'est vrai que, tu vois, moi, je suis très admirative parce que c'est assez incroyable de se dire, enfin, surtout, je trouve que c'est un énorme projet, quoi. Enfin, quand tu l'as jamais fait, etc., c'est un truc énorme d'un coup, devoir gérer plein d'autres choses. Tu vois, et je trouve que de passer de j'aime bien faire des desserts dans ma cuisine à je vais vendre mes desserts à des gens, c'est compliqué, donc vraiment bravo. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Je connais la réponse, mais si toi c'était un de tes desserts, tu serais lequel? T'as même pas le temps de dire ta question. C'est trop facile. Voilà, c'est trop facile.
C'est quoi ta dernière découverte sucrée? Alors que ce soit un ingrédient, un dessert de quelqu'un d'autre. Ouais, le sobacha. Voilà, ce que je connaissais pas du tout et qui est juste génial comme ingrédient. Génial, c'est un goût de pain grillé. Quand on le fait infuser, c'est un goût de smacks. Enfin, c'est génial, j'adore. Toi, tu le maries avec quoi? Et du coup, ça va être une bûche chocolat au lait, cassis et sobacha. Avec du cassis. Ouais, avec du cassis. Très chouette. Ouais. C'est quoi, toi, ton péché mignon? À part la tarte au citron. J'aime bien manger un petit cookie de temps en temps dans la boutique. Lequel? Chocolat cacahuète polenta. Il est trop bon. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à 4 mains qui aurait des saveurs un peu inattendues? Alors moi, c'est la personne dont je te parlais, Eddie Benganem, qui pour moi est un très très bon technicien. Et ouais, clairement, j'aimerais bien un jour. Eddie, si tu m'entends. Je te le souhaite. Merci. J'ai 5 dernières questions. Ouais. T'es plutôt vanille ou chocolat? Vanille. Plutôt cookie pécan ou cacahuète? Cacahuète. Herbe ou épice? Épice. Laquelle? Chai. Voilà. En ce moment, je suis sur le chai. Alors, chai. C'est trop prévisible. Hein. Ouais, je suis trop prévisible. C'est nul. Vas-y, on la refait. On recommence tout. Je vais dire toutes les réponses en l'air. Plutôt saveur d'hiver ou saveur de printemps? Printemps. Et enfin, ton dessert dernier jour à Ferrandi ou le 74% de compatibilité? Dernier jour à Ferrandi. Sans hésiter. Merci beaucoup, Noémie. Merci. C'était vraiment passionnant. J'ai adoré discuter avec toi. Je demande à tous mes invités un défi pâtissier, donc une recette à tester, un ingrédient, enfin, ce que tu veux. Ouais. À me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? C'est une bonne question. Alors ça, essayer de marier une épice avec un cookie. Ok. Voilà. Merci pour ce défi. Et je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter pour clore cet épisode? Eh ben, écoute, j'ai envie de dire, croyez en vos rêves. Voilà. C'est beau. Voilà. Merci. Bah écoute, moi je te souhaite tout le meilleur pour la suite. C'est gentil. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De quoi est-ce que tu as envie maintenant? Maintenant que ça commence à bien ça y est, non, que ça continue comme ça. Que ça continue comme ça et que la notoriété commence à grandir un petit peu et puis après on verra la suite. Mais voilà, que ça continue comme ça a commencé. Je te le souhaite. Merci. En exponentiel. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi, Léa. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Julie Mathieu pour le second épisode des Enquêtes Papilles. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!